Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube un petit peu cosy. Donc je vous invite à prendre un petit café, un thé, un goûter, l'apéro, ce que vous voulez. On va faire une FAQ, foire aux questions. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, sur le marketing digital immobilier évidemment, parce que je crois qu'on ne parlera pas d'autre chose sur cette chaîne. Deux choses avant de commencer cette vidéo. La première, pensez à vous abonner, et la deuxième, il y a une surprise dans la description juste en dessous. Je vous laisse aller voir, je vous en dis pas plus. Et je tiens à préciser que la surprise est gratuite, donc c'est encore mieux. Donc c'est parti, je réponds à vos questions. Première question de Lydia qui me demande quelles sont les erreurs à éviter sur une story. Les stories, c'est tout simplement des publications éphémères qui vont rester uniquement 24 heures sur votre compte, que vous pouvez retrouver en haut quand vous êtes sur Instagram dans des bulles. Lorsque vous postez une story, 24 heures après, elle aura disparu. J'ai mis 4 erreurs principales à éviter sur les stories. Si je regarde en bas, c'est que je regarde mes petites notes. Oui, personne n'est parfait, ok, j'ai mon ordi avec mes petites notes parce que j'ai peur d'oublier des informations. Première erreur que vous faites très certainement avec vos stories, c'est de ne pas mettre de texte pour sous-titrer entre guillemets vos stories. Moi, ce que je fais quand je fais une story, c'est que donc tout simplement je me filme en face caméra et je remets en écriture sur la story les éléments principaux. Par exemple, sur cette story qui, on est d'accord, ne parle pas de marketing digital immobilier, que j'ai posté sur le compte Instagram conseiller influent, vous voyez que j'ai sous-titré la vidéo entre guillemets. J'ai pas vraiment mis exactement ce que je dis à haute voix, mais j'ai mis les idées principales. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens en fait de comprendre le sujet de votre story et de se décider à la regarder ou non. Sans sous-titres, sans texte, les gens ne comprennent pas le contexte et ne regardent donc pas la story. Deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas analyser ces stories. Vous devez analyser vos chiffres en story. S'il y a des statistiques sur les stories, c'est qu'ils sont faits pour être analysés et optimisés au maximum. D'ailleurs, j'ai fait un post Instagram sur le sujet que je vous invite à aller voir sur le compte de conseiller influent si ça vous intéresse. Pour moi, les deux chiffres à regarder principalement sur les statistiques en story, c'est les retours. Donc ça veut dire que la personne a eu un intérêt particulier sur une story et qu'elle est revenue sur la story précédente, donc c'était vraiment intéressant pour elle. Et la deuxième chose à regarder, c'est les abandons, le nombre de personnes qui ont carrément abandonné le format story suite à votre story. Pourquoi ces deux chiffres? Parce que les retours veulent dire que vous avez fait une story très intéressante et les abandons veulent dire que vous n'avez pas fait une story suffisamment intéressante pour vos prospects. Troisième erreur à éviter avec le format story, c'est de ne pas vous montrer vous en face caméra, en vidéo ou en photo. Pourquoi? Parce que c'est le format qui vous permet de créer un lien avec votre audience et c'est tellement dommage de ne pas utiliser cette opportunité. Comme le format story est éphémère, qu'il ne dure que 24 heures, il a expressément été créé pour que ce soit naturel, spontané et que les gens apprennent à réellement vous connaître vous et votre personnalité. Si vous faites seulement des stories où vous partagez des publications, des fonds de couleurs et où vous n'êtes jamais dessus, malheureusement vous n'allez pas créer de lien avec votre audience. Si vous avez la pression pour mettre des vidéos en story, eh bien ne vous mettez pas la pression, c'est le meilleur format pour vous entraîner à la vidéo parce que dans 24 heures, tout aura disparu. Personnellement, de faire une story minimum par jour en face caméra, en vidéo, ça a été le meilleur exercice pour m'entraîner au format vidéo et à m'accepter surtout en retour caméra avec ma voix, mes défauts, etc. Quatrième erreur à ne pas faire sur Instagram, c'est de faire toujours les mêmes stories, de toujours faire quelque chose du genre partager des publications, faire des fonds de couleurs ou alors des mêmes thématiques qui reviennent en permanence. C'est quelque chose qui va fatiguer, entre guillemets, votre audience. Donc fatiguer, ça veut dire que elle va tellement voir souvent les mêmes éléments, les mêmes visuels qu'elle va tout simplement arrêter de regarder vos stories. Voilà Lydia, j'espère que ça répond à ta question. Alors il y a Remax Attica Immobilier qui me demande comment faire des stories qui déchirent. Je suis désolée, aujourd'hui je vais peut-être être un peu molle au niveau du tournage et un peu lente, c'est parce que il fait je pense 32 degrés dans le studio et du coup je n'en peux plus parce que j'ai les deux panneaux de lumière, un ici et un ici qui sont rivés sur moi et j'ai extrêmement chaud. C'est que je vous apprécie vraiment beaucoup pour me sacrifier sous cette chaleur pour vous faire une vidéo YouTube quand même. Je pense que ça vaut quand même un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous plaît. Donc pour répondre à la question comment faire des stories qui déchirent, 3 astuces assez simples à mettre en place. Première, varier les plaisirs. Pensez à utiliser tous les outils dans les stories Instagram. Les sondages, les questions, les emojis, bref, utilisez tout et variez un maximum les plaisirs. Deuxième astuce, se montrer en face caméra régulièrement. Vous n'allez pas y échapper, sachez-le. Et troisième astuce qui est pour moi l'une des meilleures, se montrer au naturel et montrer l'envers du décor. Moi, je n'hésite surtout pas en story à montrer mes erreurs, mes chutes, mes ratés en vidéo. Ça fait beaucoup rire les gens, ça me fait beaucoup rire et j'hésite pas surtout à montrer l'envers du décor chez Conseil Influent, comment je travaille, comment j'aime travailler, comment je produis les vidéos, comment je fais les montages. Bref, montrer les backstage.
Troisième question de Justine qui est aussi sur les stories. Je me suis rendu compte que les stories c'était un vrai sujet qui vous intéressait, donc je pense que je vais en faire des vidéos YouTube dédiées à ça. Justine me demande des idées de stories quotidiennes. Alors oui, si vous suivez Conseil Influent, vous savez que pour moi, les stories, c'est intéressant quand vous en faites au moins une par jour. Et du coup, pour en faire quotidiennement, évidemment, il faut avoir des idées variées. Et là, je vous ai fait une petite liste. Première idée de story, c'est de montrer les backstage de vos tournages vidéo. Donc backstage, c'est un peu montrer en gros l'envers du décor, c'est un peu ce que je disais dans la question d'avant. Donc quand vous installez votre setup vidéo, pourquoi pas montrer à votre audience comment vous faites, montrer le matériel vidéo, filmez-vous en train de vous filmer. C'est un peu Inception le truc, mais bref, c'est intéressant pour votre audience. Bref, montrez eh bien les behind the scenes, comme diraient les Américains. Montrez également les backstage de votre métier, montrez quand vous allez en visite, comment vous préparez des visites, comment vous préparez une estimation, quand est-ce que vous faites des rendez-vous clientèle en physique, quand est-ce que vous faites des appels, quand est-ce que vous faites du porte-à-porte, amener les gens quand vous faites des porte-à-porte avec vous en vlog entre guillemets. Bref, montrez tout ce qu'il y a derrière le métier de conseiller immobilier qui peut permettre à votre audience de comprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez pour travailler. Également, troisième idée, pensez à poser des questions à votre audience. Par exemple, qu'avez-vous pensé de mon dernier post Instagram? Est-ce que vous avez des idées de contenu qui pourraient vous plaire pour mon compte Instagram? Vous pourriez également demander qu'est-ce que vous pensez de l'estimation? Bref. Posez des questions à votre audience. Votre audience a toujours beaucoup d'intérêt à donner son avis. C'est quelque chose qui intéresse les gens de donner leur avis et ils se sentent considérés quand vous leur posez des questions, donc c'est intéressant de le faire. Ensuite, il y a Marcus qui me demande s'il est nécessaire de booster des publications et si oui, quel budget il faut consacrer au boost de publication. Alors si vous avez l'habitude de me suivre sur Conseil Influent, vous savez que les boosts de publication c'est pas trop ma tasse de thé et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Il faut savoir que Facebook c'est une entreprise, c'est une société et donc elle a besoin de gagner de l'argent. Comment elle gagne de l'argent? Eh bien notamment à travers la publicité Facebook. Quand une entreprise investit de l'argent dans Facebook pour faire de la publicité, pour toucher son audience sur Facebook, Facebook gagne de l'argent. Sauf que chez Facebook, ils se sont rendus compte, suite à la mise en place de la publicité Facebook, qu'ils perdaient de l'argent dans un sens parce que les personnes qui ne maîtrisaient pas la publicité Facebook, qui avaient peur de se former à la publicité Facebook, eh bien ne dépensaient pas d'argent sur Facebook. Et ça, c'était problématique pour Facebook qui veut forcément gagner toujours plus d'argent. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est pas forcément une critique, je ne suis pas en train de donner mon avis là-dessus, c'est juste comme ça que fonctionne Facebook et toutes les entreprises d'ailleurs. Et bref, pour gagner plus d'argent, du coup, Facebook a mis en place ce qu'on appelle le boost de publication pour les gens qui n'ont pas envie de se former à la publicité Facebook. C'est-à-dire qu'ils ont créé cet outil pour toucher un maximum de monde et gagner donc un maximum d'argent. Le boost de publication, pourquoi est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Parce qu'il est extrêmement simple à utiliser. Il suffit de mettre de l'argent, de choisir un objectif de publicité et de diffuser. Le problème avec ça, c'est que c'est tellement simple que, eh bien oui, vous allez avoir de la visibilité, mais difficile d'analyser les résultats et surtout d'avoir des résultats qui sont concrets. En soi, si je résume, le boost de publication, c'est pas vraiment de la publicité Facebook, c'est juste un moyen pour Facebook de gagner de l'argent auprès du grand public. Le mieux pour moi, c'est de faire de la vraie publicité Facebook, de se former à la publicité Facebook et de faire avec le business manager de la pub Facebook. Parce que le boost de publication, il se limite à très peu de choses. Après, si vous n'avez pas envie de vous former à la publicité Facebook et que vous voulez mettre en avant une publication parce que pour vous elle est importante, je vous invite à faire du boost de publication. Mais sachez juste que vous n'aurez pas des retours absolument énormes comparé à la publicité Facebook qui permet d'avoir beaucoup plus de résultats parce que c'est beaucoup plus précis. Donc si vous voulez faire un boost de publication, pourquoi pas, mais il faut que ce soit sur une publication qui est pertinente. Alors pour moi, les publications qui requièrent du coup de faire un boost de publication, ça va être des témoignages clients en vidéo pour vous positionner comme une figure d'autorité sur votre secteur qui a des retours positifs de la part de ses clients. Si c'est un témoignage qui n'est pas en vidéo, ça sert à rien de le booster. On en voit déjà partout sur Facebook. Par contre, si c'est en vidéo, c'est super intéressant. Deuxième publication que vous pouvez mettre en boost de publication, c'est une vidéo de présentation de biens qui est absolument magnifique, qui est belle au niveau du montage, de la dynamique, de la musique et qui permet du coup de montrer à tout le monde sur votre secteur que vous êtes capable de proposer ce genre de service et surtout pour vendre plus rapidement le bien en question. Troisième idée de publication que vous pouvez booster, c'est un jeu concours. Vous le savez, un jeu concours, c'est organisé pour gagner en visibilité et surtout en abonnés. Et du coup, si vous voulez gagner encore plus en abonnés et en visibilité, je vous invite à booster le jeu concours. Et quatrième idée de publication que vous pouvez booster, c'est une vidéo conseil très bien réalisée
courtes et à forte valeur ajoutée. Prochaine question de Julie, des bons plans de logiciels de montage. Évidemment que j'en ai Julie, j'ai toujours ça dans ma poche. Je recommande iMovie pour les personnes qui sont chez Apple au niveau de leur ordinateur et je recommande Shotcut ou Filmora pour les personnes qui sont chez Windows sur ordinateur. Prochaine question, il y a Julie encore une fois qui me demande des astuces pour bien performer sur YouTube. La première chose au niveau de YouTube, ce qui est important, c'est le contenu de la vidéo. Il faut qu'il soit intéressant, sinon la vidéo ne va pas marcher. La deuxième chose, c'est de publier à une heure et un jour où votre audience est très présente sur YouTube. Tout simplement au moment où votre audience elle est disponible pour aller sur la plateforme pour visionner votre vidéo et maximiser vos chances d'avoir de la visibilité dessus. Troisième conseil qui est certainement l'un des plus importants, c'est de travailler votre titre et votre description. Votre titre doit ressembler à une recherche Google de vos prospects. Par exemple, si je suis un prospect vendeur et que je cherche à vendre mon appartement à Paris dans le 10e arrondissement, l'un de mes réflexes va être sur Google ou YouTube de taper comment vendre mon appartement à Paris dans le 10e. Il faut savoir que YouTube appartient à Google, du coup vous allez tomber en première recherche Google ou en première recherche YouTube si vous avez bien travaillé votre titre. Du coup vous comprenez la dynamique de vous mettre à la place du prospect vendeur, de choisir un titre comme s'il recherchait sur Google, parce que là du coup si votre titre c'est comment vendre un appartement à Paris dans le 10e, vous allez très certainement être l'un des premiers à tomber dans les recherches de votre prospect vendeur. Donc pour le titre, c'est simple, réfléchissez à ce que votre prospect mettrait dans la barre de recherche. Ensuite, il faut travailler la description de votre vidéo YouTube pour être bien référencé sur Google et YouTube, pour faire comprendre aux algorithmes que vous produisez tel type de contenu pour tel type de personnes. Dans la description, vous allez tout simplement répéter les mots-clés, par exemple 10e arrondissement, Paris, vendre, appartement, maison, immobilier, agent immobilier, conseiller immobilier, bref, vous allez faire une description qui va rappeler des mots-clés de minimum 100 mots. Vous pouvez par exemple regarder dans la description de cette vidéo YouTube ce que moi j'ai mis pour être bien référencé sur Google avec des mots-clés pour conseiller immobilier et digital. Prochaine question, il y a Delphine qui me demande comment faire une bonne publicité Facebook. Et bah écoute, tu as posé une très bonne question Delphine, puisque j'ai déjà fait une vidéo YouTube sur le sujet qui va apparaître quelque part autour de cette vidéo. Je ne sais jamais si je dois montrer à droite ou à gauche, donc je vous dis tout le temps autour de cette vidéo. Ça va te rediriger vers une vidéo que j'ai fait pour t'expliquer comment réussir ta publicité Facebook. Question prochaine. Prochaine question, c'est une question, alors là je vais lire le prénom sur ma feuille parce que je suis pas sûre de le dire correctement, c'est Bouchinote. Or c'est peut-être pas ton prénom, mais bref, c'était le pseudo qu'il y avait sur la petite feuille. On me demande pourquoi ne pas parler de ton parcours. Bah oui, pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'on m'a jamais posé la question pour être honnête, du coup je vais y répondre dès maintenant. Alors de base, il faut savoir que je suis passionnée par les langues, la philosophie et l'art. Du coup, j'étais pas vraiment destinée à être sur les réseaux sociaux ou être dans le marketing digital et surtout pas dans l'immobilier parce que j'avais pas de passion particulière ou d'intérêt particulier vers ce domaine. Donc j'ai d'abord fait un bac L vu que j'étais passionnée par l'art, la philosophie, la lecture, même si c'est un peu cliché de dire ça, c'est ce qui ressemblait le plus à ce que j'aimais parce que je détestais les mathématiques. Suite à mon bac L que j'ai obtenu, du coup, je suis allée en licence de langue étrangère appliquée, spécialisation commerce international pendant 3 ans. J'ai également obtenu mon diplôme et en sortant de ma licence, j'ai croisé le chemin de Clément qui m'a proposé de rentrer dans l'entreprise du coup conseil influent pour faire toute la communication de conseil influent et j'ai tout de suite accepté parce que Clément avait une grande confiance en moi et m'a laissé la liberté de tout construire de A à Z pour exprimer ma créativité. Alors évidemment, je me suis pas juste lancée comme ça dedans parce que j'avais pratiquement aucune expertise. Je me suis donc formée sur le tas, sur internet pour être la plus performante possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi des formations en ligne sur internet. J'ai également suivi des heures de vidéos YouTube, des heures de tutos. J'ai lu des livres, j'ai lu également des articles de blog. Bref, je me suis renseignée un maximum pour être la meilleure tout simplement. Ce qui a vraiment réussi pour moi et ce qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, c'est tout simplement de mettre en place tout ce que j'ai appris. J'ai mis en action tout ce que j'ai appris dans les formations, les vidéos YouTube, les blogs. J'ai analysé mes réussites, j'ai analysé mes échecs et j'ai optimisé au fur et à mesure et puis j'ai continué de monter en compétences évidemment parce que j'ai continué de me former. Mais ce qui a été le plus formateur pour moi, ça a été en fait directement d'essayer de me confronter à mes échecs et mes réussites. Voilà, c'était la minute Laura, je raconte ma vie. Ensuite, il y a Justine qui me pose une question très intéressante qu'on m'a jamais posée. Faut-il partager sa vie privée sur son compte professionnel? Où est la limite? Alors je pense que c'est à toi de fixer les limites de ta vie privée et je pense
pense que c'est important quand même de garder une part de secret parce que les réseaux sociaux, pour moi, dans votre profession, le but c'est pas d'étaler toute votre vie. Le but c'est tout simplement d'être vous-même, de montrer des aspects de votre personnalité, peut-être vos passions aussi si vous en avez envie, mais pas de montrer tout parce que c'est pas nécessaire pour avoir des résultats avec le digital tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de filmer vos réunions de famille, vous n'êtes pas obligé de filmer vos enfants et encore heureux. Enfin bref, vous n'êtes pas obligé de tout le temps vous filmer vous en privé. En revanche, je vous invite à vraiment vous mettre en avant quand vous êtes sur le terrain et que vous pratiquez votre travail de conseiller immobilier. Moi, je sais que la limite personnellement que je me fixe, c'est que je ne montre pas mes amis, je ne montre pas ma famille, je ne montre pas mon compagnon. Enfin bref, en fait, je ne montre pas tous ces aspects de ma vie qui sont très personnels. En revanche, par contre, je n'ai aucun problème à moi me mettre beaucoup en avant, c'est-à-dire ma personnalité et qui je suis vraiment. Parce que dans le professionnel, dans le milieu professionnel, pour moi, c'est important de rester moi-même et de ne pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et j'essaye évidemment au maximum de me filmer quand je suis sur mon lieu de travail et pas chez moi pour maximiser du coup le côté professionnel et éviter de mélanger pro et perso. Et puis la plupart en fait des anecdotes que je donne dans mes vidéos sont toujours reliées au professionnel et jamais personnelles. C'est vrai que c'est pas toujours évident de fixer la limite entre ce qu'on peut montrer, ce qu'on peut pas montrer, ce qui est dangereux de montrer, ce qui n'est pas dangereux de montrer. Mais moi personnellement c'est comme ça que je fais, donc tu peux faire la même chose si jamais ça t'inspire. C'est vrai que c'est quand même assez important de faire attention sur internet parce qu'on sait jamais si les gens sont bien ou mal intentionnés. Donc j'en profite aussi, vu qu'il y a cette question qui tombe et qui ne revient pas souvent, pour vous dire faites attention à vous et protégez-vous par rapport à tout ça parce que parfois les réseaux sociaux ça rend les gens fous. Après on va arrêter le côté dramatique tout de suite, hein. Les réseaux sociaux ça a quand même clairement 90% de positif. Et bien voilà, j'ai répondu à toutes vos questions sous 46 degrés. Là vraiment je n'en peux plus, je n'arrive plus à me concentrer, je dis n'importe quoi, je sais pas combien là il y a de rush, de ratés, mais Manguy t'as dû bien te marrer au montage. De faire des vidéos sous la chaleur, j'avais jamais expérimenté parce que ça fait seulement 1 an entre guillemets que je suis sérieusement face à la caméra. Mais non mais les gens qui font de la vidéo l'été, vous faites comment, c'est quoi l'astuce? Parce qu'il faut savoir que là, je suis dans une pièce fermée où il fait 30 degrés, il y a les lumières sur moi, etc. Je ne peux pas mettre le ventilateur parce que c'est pas bon pour le son. Vous m'entendrez pas sinon. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je ne brille pas de 1000 feux vu que j'ai extrêmement chaud. Je vais arrêter de répéter que j'ai chaud. Tout le monde a compris que j'ai chaud. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais vous avez des questions par rapport à quelque chose que j'ai dit dans cette vidéo que vous n'avez pas compris. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!